Bon, désolé du retard, hein. On doit parler de quoi aujourd'hui? On doit parler des consoles de salon. C'est un vaste sujet, ça. On a combien de temps? 10 minutes. Ah non. Ah non. Non, non. Ah oui, si, c'est bon. On va faire un top. Eh ben, c'est original ça. Non, tu te tais. Générique. Top 8 des consoles de salon. Le 7ème va vous étonner. Ah non, mais vraiment, ta gueule. Mesdames et messieurs, je vous présente la maman des consoles. Le T-Rex du jeu vidéo, la carte mère du high-tech. Ouais, la première console quoi. La Magnavox Odyssey. La Magnavox Odyssey, ou Odyssey pour les intimes, est LA première console à être produite massivement. Sortie en 1972 aux États-Unis et en 1973 dans le reste du monde, elle fonctionne en collant un calque en plastique sur l'écran et en dirigeant des petits carrés avec les molettes de la manette. Parmi les 28 jeux de la machine, on peut trouver Table Tennis, le jeu qui inspirera le premier grand succès de l'arcade, Pong. Et c'est grâce à cette console que son créateur Ralph Baer a obtenu le joli sobriquet de père du jeu vidéo. Je suis stérile. C'est très gênant. Et pour finir sur cette merveilleuse console, j'aimerais vous parler du Shooting Harry. C'est un ensemble de 4 jeux avec un pistolet qui se connectait à la console. Ouais, il est aussi le papa de Duck Hunt. Et oui, c'était déjà injouable. Alors déjà, ce qui fait la différence entre la première et la deuxième génération, c'est... Ah, parce que tu vas parler de toutes les générations de consoles? Ouais, évidemment. Pourquoi tu crois que c'est un top 8? Je sais pas, c'est joli, 8. Mais t'as vraiment de la chance d'être le fils du patron, toi. Mais je suis pas le fils du... Bref, deuxième génération. Alors donc, la deuxième génération se définit par le fait d'avoir un processeur, ce qui permet de lire des cartouches. Pas comme avant. Oui, j'avais compris. Ouais. Enfin, avec toi, on sait jamais, hein. Et la console de la deuxième génération, celle qui a pété tous les records, c'est bien sûr l'Atari 2600. De son premier nom, Atari VCS pour Video Computer System, elle sort en octobre 1977 pour être finalement renommée Atari 2600 en 82. Et parmi tous ces records, on a record d'années de production avec 14 années de production de la console. Premier easter egg dans un jeu par un programmeur dans Adventure. Et enfin, premier jeu à caractère sexuel. Fallait bien que ça arrive, hein. Mais si vite. Moi je dis ça dit quelque chose quand même. Hein. Ça dit quelque chose. Pour ce qui est du passage entre les générations de consoles, à partir de la troisième, on va plus s'intéresser à la puissance des processeurs en bits. Non, on enchaîne. La troisième génération de consoles est celle des consoles 8 bits, considérées comme les premières consoles modernes. À cette époque, les principales étaient la Master System et la NES, aussi appelée la Famicom. Et c'est cette dernière qui va nous intéresser maintenant. La Famicom au Japon ou la NES dans le reste du monde est une console développée par Nintendo, sortie en 83 au Japon et en 85 dans le reste du monde. Et c'est grâce à la sortie de Super Mario Bros qu'elle va relancer la vente des consoles de salon. La console est une telle réussite que Nintendo devient l'entreprise la plus rentable du pays. Mais si j'ai envie de vous parler de cette console, c'est surtout pour ses accessoires, dont deux que j'adore. Le ROB pour Robotic Operating Buddy, petit personnage trop mignon qui était censé jouer avec vous sur certains jeux de la console, et qui, bien que peu développé parce qu'un petit peu mou du bulbe, ravira les papilles de tous les fans de Super Smash Bros. Et la Famicom Modem, qui était un accessoire permettant de se connecter sur le serveur de Nintendo, Un service en ligne. Pour la NES. où l'on pouvait lire des blagues, des aides, et même télécharger certains jeux. Meilleure console ever. Ah, la quatrième génération. La génération 16 bits. Sonic contre Mario, la guerre des consoles. J'étais pas né. Mais si j'ai envie de vous parler de cette génération, c'est moins pour vous décrire la Super NES et la Master System, parce que ce serait beaucoup trop long et beaucoup trop chiant, Chaussettes! mais plus pour vous parler des petits problèmes d'importation qu'on avait en Europe à cette époque. Mais ça n'a rien à voir avec les consoles de salon. Mais si, t'en fais pas. Non mais soit tu fais un top, soit tu fais autre chose. Mais tu fais pas une sorte de Frankenstein chelou. Bon, écoute, même si c'est ton fils, pour le bien de l'émission, il faut qu'on le vire. Mais je m'en fous que ce soit pas ton fils. Bon, qu'est-ce que je fais, moi? Je coupe. Alors les importations européennes... Tu veux un Doliprane? Ah non mais je veux surtout que tu te taises. T'as de la chance d'être le fils du patron. Mais je suis pas le fils du patron. Alors qu'est-ce que tu fais là? La réalisation, truc que tu sais pas faire. Ouais. Habile. Les importations européennes à cette époque étaient une vraie tannée. Demandez aux geeks de plus de 30 ans qui vous entourent. Déjà, la vitesse de la plupart des jeux était ralentie, et deux barres noires étaient ajoutées en haut et en bas.
Et ça, c'était dû aux normes télévisuelles. Avec le système PAL européen, dont le rafraîchissement et la résolution d'écran étaient différentes, il fallait obligatoirement recoder une partie du jeu pour adapter les modèles NTSC japonais et américains. Ce qui coûte de l'argent et du temps, et donc peu d'éditeurs pouvaient se le permettre. Mais le plus gros problème, c'était quelque chose de très européen et une histoire de limite de capacité de cartouche. Je vais résumer ça avec 3 cartes. Donc ça, c'est une carte du Japon. Ça, c'est l'Amérique du Nord. Et ça, c'est l'Europe. Vous voyez pas le problème? Petit indice. Regardez le nombre de langues. Bah oui, c'était ça le problème. En Europe, fallait faire du multilangue. Et avec des cartouches avec une place très limitée, c'était souvent très compliqué. Heureusement, ça n'a pas duré parce qu'on est passé à la 5ème génération avec leur processeur de 32 à 64 bits et l'arrivée pour la première fois du lecteur CD dans le milieu du jeu vidéo. Très belle transition. Merci. Alors bien sûr, je pourrais parler de Sony avec la PlayStation qui vient mettre fin à la guerre Alors bien sûr, je pourrais parler de Sony avec la PlayStation qui a mis fin à la guerre des consoles. Mais on va plutôt parler de la 3DO. Alors la 3DO est la première console de Panasonic qui va sortir en 1994 en Europe et qui va être la première machine d'une longue suite d'échecs commerciaux et de stratégies ratées. Mais si on parle de cette console, c'est pas tellement pour parler de la console. Super. Mais en fait, le plus intéressant avec cette console, c'est qu'elle est basée sur les standards de The 3DO Company qui va nous sortir une ISA pour PC. La 3DO Blaster permettait d'utiliser les médias 3DO. Ici, comprendre les jeux sur un PC avec Windows 3.1 et de brancher notamment une manette. Alors, je dis pas que c'est les débuts de l'émulation, c'est pas le cas, mais ça y ressemble fortement. Alors la 6ème génération, c'est la dernière qui va se définir par la puissance de son processeur. Et pour ça, je dois vous parler un petit peu de la Dreamcast. Triste console, hein. Arrivée première, partie trop tôt. Première à avoir internet, des MMO. Mais dernière console de Sega. Mais réjouissons-nous. Je vais vous parler de quelque chose un petit peu différent, un petit peu particulier et pas très connu. Like a Player. Mais là tu vas te demander, mais qu'est-ce que c'est Like a Player? Demande. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une console exclusivement chinoise. Construite par Ike, une entreprise commune à Nintendo, la console se présente sous la forme d'une manette que l'on branche directement. Les jeux sur carte flash s'inséraient dans la manette. Alors celui qui vous a vendu ça, comme la première console de salon portable, bah 15 ans de retard. Fait amusant, on achetait ces jeux sous forme de fichiers téléchargeables que l'on installait sur les cartes flash dans les Ike Depot. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la 7ème génération, celle où le nombre de bits dans la machine n'a plus aucun sens, comme la blague qui en découle, avec à ma droite la Xbox 360. Première console de cette génération, elle a eu un début désastreux, avec des ruptures de stock et des machines peu fiables, mais elle était prête à tout pour faire un concours de zizi. Avec à ma gauche, la PS3, lecteur Blu-ray, un petit peu plus puissante que la 360, et des magnifiques manettes sans fil équipées de capteurs de mouvement, qui ne servent à rien. Et si vous avez un rein à vendre, vous payez l'autre moitié de la console avec lecteur de carte amovible mémoristique et une connexion Wi-Fi. Et pendant que les deux prépubères du fond nous font un simili de guerre des consoles qui n'a aucun sens parce que globalement c'est la même merde chose, eh bien nous avons Nintendo qui les écrase grâce à sa Wii qui récupère 41% des parts de marché avec ses deux ports USB que l'on retrouvera sur toutes les consoles après, une connexion Wi-Fi, un port carte SD et la seule invention de cette génération, la Wiimote. En même temps, ça faisait 5 ans qu'ils bossaient dessus, fallait bien que ça sorte un jour. Bon allez next, moi j'en ai marre de cette période de con. Et bienvenue dans le présent, la 8ème génération, Dieu merci, n'est pas comme la précédente. Et bien sûr, on ne va pas parler de nos 3 joyeux lurons nationaux, mais plutôt de 2 catégories de consoles qui apparaissent aujourd'hui, et en premier les micro-consoles développées par financement participatif. Et on commence avec la Ouya, qui a complètement bidé. C'était le plus gros Kickstarter du monde du jeu vidéo jamais fait, mais elle n'a été produite que 2 ans, par son manque cruel de jeu et ses bugs de conception. Mais si je vous dis micro-console, vous pensez petit. Petit d'accord, mais petit comme ça? La console fait la taille d'une clé USB et elle se branche soit sur une manette conçue pour, soit sur l'écran de votre télé. Et elle est orientée casual gaming. Ouais, bientôt vous pourrez jouer à Flappy Bird en 4K HD sur votre télé.
grâce à une clé USB. Mais si vous n'avez pas confiance en ces projets plutôt particuliers, ne vous en faites pas, Gaben est là pour vous. Les Steam Machines, la dernière invention de Valve Corporation. Le principe, permet à n'importe quelle boîte de créer des machines sur lesquelles sera installé le SteamOS, que l'on peut aussi installer sur un PC, et qui permettront de jouer à tous les jeux de la plateforme Steam adaptés à Linux. Le SteamOS est optimisé pour la télé et permet d'utiliser le Steam Controller, une manette créée pour. L'idée est qu'à terme, tout le monde ait une console modulable, adaptable et facilement réparable, avec un énorme catalogue de jeux. Ah, pimp my console, Gaben! Ah, sur ce, moi je vous laisse, c'était un petit gars insupportable qui va tout faire pour faire virer son caméraman. Pardon ?